Voilà, il est exactement 13h12. Je vous l'ai dit, on a une édition un peu spéciale. Alors, il faut que je fasse une petite historique. Il y a quelques semaines, un jour, je suis tombé sur Claudie et je lui ai dit, peut-être qu'il serait bien que tu fasses une chronique sur ta spécialité, puisqu'elle est spécialiste dans les financements publics, les fonds qui passent, qui circulent, etc., et que les gens ne savent pas comment les retrouver, les regrouper et surtout les utiliser. Et donc, je lui ai dit un jour, il faudra faire une émission spéciale sur ça, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui savent pas. D'ailleurs, on entend souvent dire, ah ouais, les fonds européens sont partis, on les a pas utilisés, patati patata, etc. Et donc, il fallait faire un petit point sur cette question. C'est une question essentielle, parce que ces fonds européens, c'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est de l'argent public qui est souvent voté, mais peut-être faudrait-il de plus en plus des gens comme Claudie pour permettre aux gens de bien taper là où il faut taper, pour pouvoir récupérer ces fonds et travailler dans ce sens-là, que ce soit les associations, les entreprises, etc. Alors donc, bienvenue à tous aujourd'hui et merci à Claudie d'abord d'avoir l'idée de vous inviter. Même si c'est votre première fois, mais il faut toujours une première fois pour commencer. Après la première fois, il y a une deuxième fois. Vous savez quoi? Quand on fait un débat, qu'on a parlé pendant 2 ou 3, 20 minutes, on dit, qui veut poser la première question? Il n'y a jamais de première question, alors on demande la deuxième. Et ça passe tout de suite après. Bon, alors, en tout cas, Claudie, merci. On fait un rapide rappel des titres de l'actu d'aujourd'hui, et puis on passe la parole à Claudie. Oui, on a parlé de la grève à Antillopol, on a aussi évoqué la signature de cette charte concernant les violences faites aux femmes qui a été signée. On parlera de Noël bientôt avec le village de Noël qui est sur Basse-Terre et en Île-de-France où les chantiers Noël battent leur plein. Bien sûr. Alors, comment articuler les financements publics, financements privés et l'accompagnement pour permettre aux projets innovants d'émerger, de se consolider, de se développer durablement? En Guadeloupe, on en a besoin, surtout en ce moment. Vous savez que le budget est en train d'être voté en France en ce moment, avec toutes les difficultés que vous savez. Donc, c'est normal et même essentiel, voire utile, que Claudie aujourd'hui ait invité toutes ces personnes pour pouvoir parler de ça. Claudie, tu as la parole. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un petit générique oui, bien sûr, comme d'habitude. Oui. Et merci en tout cas, Nannick, pour ta confiance. Et je suis très, très, très honorée. Tu es bien entourée. Ouais, très bien entourée. J'ai sélectionné les crèmes de des crèmes et des crèmes sur la thématique financement public, mais singulièrement sur le financement de l'innovation et l'ingénierie de financement public-privé, avec donc à ma droite les experts et à ma gauche les grands témoins qui vont vous rendre un petit peu dynamique, en tout cas, cet échange autour d'une thématique ô combien importante pour le développement économique de notre territoire. Alors, générique, c'est parti. Alors, présentation de nos invités. Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais, donc on va vraiment, tout au long de cette émission, aborder donc, comment articuler financement public et financement privé. Et pour nous parler de la sphère publique et privée, on va débuter par privé, pardon, excusez-moi. C'est parce que l'ingénierie de financement se fait, on va voir tout à l'heure, à 2 jambes. J'en accueille Jean-Noël Célestine. Bonjour Jean-Noël. Bienvenue, c'est la première, donc soyons tout à fait bienveillants pour accueillir Jean-Noël aujourd'hui, qui est donc fondateur de S2F Conseil et expert en financement bancaire et structuration de la dette. Il va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, Racine Risque. Bienvenue Racine, fondateur de Cador Consulting, qui est donc expert en pilotage de la rentabilité et dans la conduite du changement. Bienvenue avec nous. Merci de m'accueillir. Alors,
Première femme à faire l'équilibre, vous avez vu, hein, on est totalement paritaire sur ce tableau. Ce plateau, pardon, j'y tenais, voilà. Donc on commence par Axel Thiedrez Desjardins, qui est directrice d'Innova Technopole de Guadeloupe. Elle va nous expliquer, Axel, ce qu'est Innova, ce que l'accompagnement que vous y faites, et on va faire un petit débrief sur une manifestation internationale qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc à ma gauche, deux grands témoins. Alors on ne la présente plus, hein, je pense que vous connaissez, elle fait partie de la maison ZCL. Donc Manix Yaratitekam, donc créatrice. Vous l'appelez l'ambassadrice. L'ambassadrice. Ah ben oui, bah, pardon, je m'y connaissais ton titre, très cher, excuse-moi. Donc Madame l'ambassadrice, CEO de Une Voix, Une Histoire, qui nous parlera de son expérience justement du financement public. Et enfin, le professeur Thomas Plocost, fondateur du laboratoire Carusfer, chercheur et entrepreneur, qui va aussi, lui aussi, nous parler de ses combats et de ses passions pour la science et la science au service de l'application du quotidien. Bonjour à tous. Voilà. Donc voilà, beau plateau, diversifié sur une thématique. Que des experts, que des spécialistes. Ah oui, oui. On soigne les auditeurs, les téléspectateurs de Canal 6. Alors, on va commencer par quoi? Par les financements publics? Oui, tout à fait. Alors tout à fait, donc comme j'aime à l'expliciter et à le démocratiser dans la chronique financement public les clés, les financements publics existent depuis plusieurs décennies sur notre territoire et sur l'ensemble de la zone Antilles-Guyane. Et pour pouvoir financer un projet, surtout dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir comment accompagner l'émergence de l'innovation sur notre territoire, il faut vraiment qu'il y ait une architecture qui soit sur trois piliers forts, qui sont certes les financements publics, singulièrement les fonds européens, mais pas que. On a aussi des financements État, des appels à projets comme France 2030, donc des financements aussi dans des appels à projets régionaux, et d'autres types de financements qui peuvent aussi émerger sur des financements de fondations, hein, sur des fonds privés. Justement, ces fonds privés qui viennent mettre ce deuxième axe d'accompagnement de projets. En général, comme j'ai eu à le dire à maintes reprises, les financements publics doivent être préfinancés. Donc il faut aussi avoir cette capacité en termes de trésorerie pour avancer les fonds, pour mobiliser ces financements publics. Et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, il faut avoir aussi autour de cela, c'est pour ça que j'ai aussi tenu à ce que la Technopole Innova soit présente, il faut que ces porteurs de projets soient aussi bien accompagnés. Donc l'importance aussi de la formation, mais aussi de l'encadrement, de l'accompagnement pour naviguer dans ce labyrinthe administratif qui est celui du financement public. Donc globalement, on peut dire que ce ne sont pas seulement des aides, mais aussi des leviers d'investissement qui vont permettre de changer en profondeur la capacité d'innover, parce que pour innover, il faut avoir des moyens. Tout à fait. Donc vraiment, c'est vraiment un socle, en fait, ce financement public, et qui va permettre de lever des financements bancaires. En fait, c'est vraiment une ingénierie de financement qui va d'abord à stabiliser et donc crédibiliser le projet auprès de partenaires privés, singulièrement aussi de partenaires bancaires. On va échanger sur l'aléa du risque et comment sécuriser l'accompagnement bancaire sur cette typologie de projet, parce qu'il faut d'abord évidemment faire ses preuves, hein, clairement. Et c'est vraiment cet effet levier que va opérer ce financement privé vers le financement public, et pas l'inverse, parce qu'encore une fois, il faut procéder à son préfinancement. Donc en effet, le fait d'articuler ces financements publics et privés va aussi donner de la crédibilité au projet, et à partir du moment où il aura passé cette phase, on va voir tout à l'heure avec Axel sa phase d'amorçage, et il va pouvoir rentrer dans une phase de développement, et pourquoi pas séduire d'autres financements, d'autres types de financements, et pourquoi pas des financements privés, de fonds d'investissement par exemple. D'une manière générale, il faut le dire quand même, l'innovation ne se développe pas seule. Non, tout à fait. Hein. Avec méthode, le fameux orthodoxe. Alors, je décerne le copyright de cette terminologie à Jean-Noël Célestine, ici présent, qui m'a fait découvrir la terminologie du terme orthodoxie. Donc, je n'arrête pas de réfléchir. Voilà, c'est le copyright. Il va expliquer ce que c'est l'orthodoxie. En effet, c'est méthode, rigueur, et il faut évidemment être encadré, formé, donc vraiment essaimer autour de cette dynamique et de cette ingénierie, de comprendre comment on peut mobiliser ces financements avec rigueur. Quels sont-ils? Où les trouve-t-on? Et comment on peut adapter son projet pour mobiliser ces financements?
Alors, deux petits mots quand même. Tu parleras tout à l'heure de la Caribbean Innovation Day. Tout à fait. On va faire un retour, un petit focus sur les Caribbean Innovation Days, puisque la Guadeloupe a été et devient aujourd'hui, mais a été singulièrement pendant toute une semaine le carrefour caribéen de l'innovation. Et on fera ce feedback tout à l'heure sur les retombées et sur les éléments clés à retenir de ces 4 jours de valorisation de l'innovation Made in Caribbean. L'autre question qui se pose, c'est quand on parle d'ingénierie de financement, est-ce que c'est une question de stratégie, de méthode, ou simplement c'est des opportunités qu'on essaie de grappiller? Alors j'oserais dire les trois à la fois en fait. Il faut avoir une vision et une ambition stratégique en termes de positionnement sur le sujet son sujet de prédilection. On va voir tout à l'heure, nos 2 témoins vont illustrer avec brio cette thématique. Donc comment en fait on pense et on construit son projet et sa stratégie. Comment, en fait, de cette idée, on transforme cela en un business model. Donc, comment on génère de la valeur et comment on peut susciter de l'intérêt, tant auprès du bailleur privé que du bailleur public. Et évidemment, c'est aussi l'opportunité, c'est aussi le fait d'oser saisir ces opportunités. Les financements publics en sont à partir du moment où on en connaît les règles. Oui. Et c'est là qu'on va faire intervenir Madame Axel pour Innova. Tout à fait, on va débuter. Donc on a ce temps d'échange autour du talk, on va le répartir en quelques grandes phases. Et on va débuter par un peu comprendre un petit peu avec Axel ce qu'est l'accompagnement de l'innovation sur nos territoires et singulièrement au travers de la Technopole Innova. Alors, Innova, oui. Comment on dit, explication. Voilà. Innova, explication. Donc Innova est une technopole. Des technopoles, vous en trouvez dans chaque région de France, quasiment. Ce sont des structures qui ont pour mission de stimuler le développement économique par l'innovation sur les territoires. Et donc, en fait, les missions technopolitaines recouvrent différents métiers de l'accompagnement, finalement. Donc, bien sûr, l'accompagnement de porteurs de projets innovants à travers de dispositifs d'incubation ou de dispositifs d'accompagnement au sens large du terme, ou même aussi en fait accompagner les collectivités dans des projets structurants pour les filières, des filières stratégiques pour le territoire autour de projets souvent de démonstrateurs, d'outils de mutualisation de moyens qui vont renforcer et donc dynamiser ou transformer en fait les filières traditionnelles d'un territoire. Il y a aussi bien sûr une mission du coup de marketing territorial, de promotion en fait du territoire pour pouvoir attirer non seulement des porteurs de projets mais aussi des investisseurs, voilà, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc en fait toutes ces missions combinées ne sont possibles que par une action d'animation que l'on porte, donc à travers 3, on va dire même 4 publics cibles. C'est ce qu'on appelle la quadruple hélice en fait de l'innovation. Donc les collectivités, puisqu'elles sont moteurs, elles sont motrices. Non, elles ne sont pas forcément numéro 1. Je les nomme en premier. Bon, voilà. Mais en fait, il n'y a pas d'ordre. Donc les collectivités, les instituts de recherche et d'enseignement supérieur, les entrepreneurs, donc le monde économique, donc à travers les startups, mais aussi les PME bien installées qui cherchent à rester compétitives par l'innovation, et la société civile à travers justement cette jeune génération qu'il faut acculturer, former en fait pour l'avenir à la stratégie d'innovation. Alors quand par exemple quelqu'un vient voir Innova, qu'est-ce que vous lui dites? Comment ça se passe? Quelle est la méthodologie que vous impulsez? Alors souvent, ce sont donc principalement les porteurs de projets qui viennent nous voir. Donc en fait, on a une phase, je dirais, de diagnostic, d'innovation pour déjà déterminer est-ce qu'ils frappent forcément à la bonne porte. Donc dans le cas contraire, on réoriente, puisqu'on a une bonne connaissance des acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat au sens large. C'est vrai que nous, on se spécialise vraiment sur l'innovation. Et fort de ce diagnostic, en fait, on est à même en fait de proposer à chaque porteur de projet une feuille de route d'accompagnement
donc 360 degrés, hein, sur tous les aspects managériaux de l'innovation, mais pas que, mais aussi sur les aspects liés à la R&D, puisque c'est bien d'avoir un projet ou une idée, un projet innovant. Si les fondements scientifiques et techniques ne sont pas solides, voilà, vous ne pourrez pas délivrer. Donc c'est un aspect en fait que l'on a, et peut-être le petit caractère différenciant que l'on a par rapport aux acteurs qui sont déjà sur place et qui sont des partenaires clés, que sont les incubateurs Village by CA ou The Box, qui accompagnent justement sur les projets, mais il n'y a pas cette dimension scientifique et technique que nous, on apporte en plus. Oui. Voilà. Et vous les aidez à avoir accès au financement public, d'une manière générale. Aussi, oui. Donc ça, c'est l'un des axes. Hein. Donc, comme je vous disais, donc, il y a la R&D, il y a la stratégie de marché, la propriété intellectuelle et bien sûr le financement. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Il y a une espèce de mise en réseau quand même. Effectivement. Ben, justement, comme je vous disais, les acteurs que l'on vise, finalement, on retrouve parmi eux les financeurs publics comme privés. Alors, je viens chez vous, je suis par exemple initiateur d'une start-up. Oui. Bon, vous avez fait mon diagnostic, tout va bien, je suis dans le bon pied, comme on dit. Alors, comment j'arrive à obtenir un financement? Quel est le cheminement? D'abord, il faut s'assurer du montage, oui, bien sûr, de la structuration du projet, du plan de financement et de sa cohérence avec l'objectif du projet. Ensuite, en fait, on identifie les meilleurs leviers. Oui. Mais le premier point, et je pense qu'on va l'aborder, c'est ce financement d'amorce. Oui. Ce financement privé qui est nécessaire pour pouvoir faire ces effets de levier sur les financements publics. Oui. Parce qu'en fait, une subvention, ça vient soulager. Ce qu'on a déjà. Exactement. On ne peut pas venir les poches vides. C'est compliqué. Oui, ou en tout cas, la première action, ça va être d'aller renforcer ses fonds propres. Oui. Voilà, c'est la première action que l'on va accompagner. C'est comment l'entreprise peut renforcer ses fonds propres. Et généralement, du fait de l'assemble, peut-être on va revenir de certains outils sur notre territoire. Le premier axe d'accompagnement que l'on a avec les porteurs de projets, souvent, c'est de voir comment ils peuvent déjà réaliser du chiffre d'affaires avec ceux qu'ils ont déjà, en faisant la preuve de concept, la preuve de marché surtout de leur innovation, comment ils peuvent déjà, petit à petit, déjà se constituer des fonds propres, faire du chiffre d'affaires et en parallèle, bien sûr, aller rencontrer des financeurs privés, donc des investisseurs, pitcher leurs projets, donc on les forme à ça, à pitcher leur projet, vendre les mérites de leur projet pour convaincre un investisseur de parce les que accompagner. C'est important, je crois quand même que vous donnez un petit résumé de la méthode Innova. Oui. C'est ça, parce qu'en fait, les gens qui regardent, qui sont intéressés, disent oui, d'accord, mais quelle est votre méthode? Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un ABCD de votre méthode? Il y a un ABCD qui est en fait, ce n'est pas forcément la méthode d'Innova, mais c'est on retranscrit les bonnes pratiques du secteur. Et donc, oui, il y a déjà partir en fait des fonds propres du porteur de projet et surtout déterminer le montant de fonds propres nécessaire minimum pour pouvoir faire les effets de levier sur les différents outils publics. Fort de notre réseau, parce qu'en fait c'est ça en fait, aussi qu'on fait beaucoup dans l'animation, on détecte, on identifie des financeurs, on met en réseau avec aussi des investisseurs, pas nécessairement uniquement sur la place locale, mais aussi des investisseurs sur la place nationale, qui ont des appétences pour la typologie de projet que l'on accompagne. Donc on les source. Et du coup, après, on fait de la mise en relation, on promeut en fait l'innovation du porteur. En fait, on est un petit peu les commerciaux de projets. Ça va jusqu'à l'aide au business model? Oui, tout à fait, oui, ça va jusque-là. Donc c'est vraiment, en fait, on les prépare vraiment, on monte avec eux le modèle économique, le modèle économique, le business plan, pour pouvoir justifier de l'appel de fonds qu'ils vont faire auprès de financeurs privés que du financeur public. Alors, il faut rappeler quand même que les financeurs, c'est région, FEDER, public, région, BPI, tout à fait. Et puis, bien sûr, les investisseurs qui rentrent dans le schéma. Alors, une fois que c'est en place, c'est Claudie qui a la parole à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est grâce à l'accompagnement comme des structures comme Innova, comme elle le disait, donc vraiment identifier. Alors déjà, pour rentrer à Innova,
effectivement, il y a un processus de sélection. Oui. Comme elle le disait, Tout à fait. les entreprises viennent, enfin les porteurs de projets viennent avec leurs projets, sont au travers de cet audit identifiés, qualifiés et réorientés au travers de tout l'écosystème des acteurs de l'entrepreneuriat, pas que de l'innovation, mais de l'entrepreneuriat. Et c'est véritablement cet apport méthodologique et de réseau ici et ailleurs, cette passerelle aussi que fait la Technopole. Et donc c'est ça, hein, à partir du moment où le projet il est clair, il est lisible, il est correctement monté et présenté, son business model est bien identifié, ça permet d'aller mobiliser ces financements privés, publics et de mettre en route cette dynamique d'ingénierie de financement public-privé. Je reviens vers vous, Axel, qui peut, j'ai envie de dire, se frapper à la porte d'Innova. Dire tout le monde. C'est vrai qu'il y a un processus de sélection pour un dispositif que l'on appelle Deep and Rise, qui est vraiment très complet et pour le coup qui est soutenu par les fonds européens. Oui. Néanmoins, n'importe qui peut venir nous voir et on peut faire déjà ce premier niveau de diagnostic et ensuite ces mêmes services sont aussi accessibles via de la prestation. Oui. Donc on a aussi ces outils-là. On est également en train de démocratiser une plateforme justement pour rendre encore plus accessible et acculturer le maximum de personnes sur le processus d'entrepreneuriat innovant. Et cette plateforme, du coup, qui vous permet de vous auto-incuber, c'est-à-dire d'avoir un processus didactique pour faire ce processus de création d'entreprises innovantes en autonomie. Oui. Et cette plateforme, elle sera disponible à compter de mars. D'accord. Et donc tous les thèmes, secteurs d'activité. Tout secteur d'activité, voilà. C'est pour ne perdre personne qu'on a fait on a entrepris cette démarche, voilà, certes, il y a un processus, il y a un dispositif sélectif, mais tout le monde, tout porteur de projet avec une initiative innovante peut et devrait être accompagné. Mais les porteurs, de quel profil vous les prenez ? Dans quelle gamme, j'ai envie de dire? Alors, on a aussi bien des porteurs scientifiques qui sont issus de la recherche que, en fait, j'ai envie de dire, vous et moi, on a une idée qui est intéressante, qui va changer la donne, qui change les usages, qui va transformer. Vous aussi, vous avez le droit d'être accompagné. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment tout le monde. On a vraiment tous les profils, des profils très scientifiques, comme des profils autodidactes Mais quand même, il y a quand même quelque chose d'essentiel, il faut que ce soit dans l'innovation. Oui, par contre, oui. C'est-à-dire ne pas faire des choses qui existent déjà. Exactement. Oui. Donc c'est le premier pas, c'est cette partie. C'est ce qui fait vraiment l'originalité du Technopole, en fait. Oui, bien sûr. Alors, véritablement. Justement, parmi les projets accompagnés, il y a eu, je vois, Carusphère, tout à fait. Un start-up issu de la recherche scientifique et qui a su structurer un montage public-privé en plus, remarquable. Alors, on aura des explications. Tout à fait, du professeur Bloucost. Oui, donc, bonjour à tous encore. Oui. Donc, Carusphère est une start-up créée en 2018. Nous travaillons sur tout ce qui est la pollution atmosphérique et le changement climatique dans les zones tropicales. Oui. L'idée, c'est de produire de la connaissance scientifique, car nous avons remarqué que de nombreuses normes, que ce soit européennes, américaines, ne correspondent pas à nos latitudes tropicales. Et à partir de ces travaux que nous produisions, développer des produits adaptés à nos territoires, donc pour la Caraïbe et pour d'autres zones tropicales. Donc Carusphère, c'est un petit peu ça notre grande vision. Oui. Quel type de projet? On fait un exemple comme ça. Alors, nous sommes lauréats d'un projet Interreg où nous développons, qui s'appelle Carian, une plateforme d'intelligence atmosphérique pour la Caraïbe, où nous développons un nouveau réseau de la qualité de l'air. Donc, il y a 3 îles qui sont impliquées pour commencer, donc la Guadeloupe, la République dominicaine et Trinidad et Tobago. Et l'idée, c'est qu'à terme, toutes ces îles aient leur propre réseau. Et en fait, via nos travaux de recherche et via les travaux de recherche de nos partenaires, nous mettons en place des outils pour une meilleure prédiction et quantification, notamment de tout ce qui est brume de sable, si je pouvais prendre un exemple concret. Et donc, quand vous avez pris contact, comment ça s'est passé au regard de ce que disait Axel tout à l'heure? Ça s'est bien passé. D'ailleurs, nous sommes accompagnés par la Technopole Innova. Oui. En fait, donc moi, j'ai le fait de faire beaucoup de publications scientifiques, d'être reconnu par mes pairs. Ça m'a permis de d'abord faire un réseau scientifique et à partir de ce réseau scientifique, penser à des innovations qui pourraient répondre à nos réalités locales. Donc, pour prendre un exemple concret, là, nous sommes en train de déployer des stations de mesure où nous allons
vont mesurer de manière simultanée donc des polluants atmosphériques, que ce soit particulaires ou gazeux, des données météorologiques, mais également des propriétés des sols. Parce qu'avec le changement climatique, on le voit, que ce soit les brumes de sable, les échouements des algues sargasses, cela a de plus en plus d'impact sur nos écosystèmes tropicaux. Donc nous avons vraiment besoin de data, de données, parce que dans la Caraïbe, nous avons un désert météorologique, il y a très peu de données. Donc nous avons déjà besoin de cette donnée pour pouvoir produire de la connaissance et avec cette connaissance, produire des outils efficaces pour nos réalités tropicales. Je pose quand même la question, et vous vendez ce que vous faites, c'est-à-dire les recherches que vous faites, vous les proposez à qui? Alors, la finalité. Alors, Carousphere, nous sommes un laboratoire de recherche appliqué. Oui. Donc, nous nous situons entre le système académique et le monde entrepreneurial. Oui. L'idée, c'est que le constat, nous avons remarqué que entre le monde entrepreneurial et le monde académique, il y avait un besoin qui était des fois difficile à identifier. Donc, nous sommes insérés à ce niveau. Et en fait, l'idée est de deux types. Produire de la donnée que l'on revend à des institutions qui pourront mener leur propre axe de recherche, mais également apporter des produits finis pour différents types de secteurs, que ce soit les énergies renouvelables ou le secteur agricole, pour qu'ils puissent optimiser le rendement de leur production. Oui, juste un tout petit retour vers vous. Quand il est venu proposer Carousphere, comment vous avez réagi par rapport à l'innovation? Très positivement. Après, je pense que la première réaction, ça a été c'est quoi ta stratégie de propriété intellectuelle on en parle. Je pense que ça a été la première réaction. Et ensuite, je pense qu'avec Thomas, ça a été de le sortir du cadre scientifique et technique de recherche pour l'emmener dans le cadre réalité du marché. Oui. Réalité marché. Ça a été vraiment ça. Le cheminement se fait très très bien avec lui. C'est bien. Du coup, grâce aussi à notre réseau, en fait, il a pu être co-incubé avec Météo Fab, qui est l'incubateur de Météo France donc à Toulouse. Et donc, grâce à ça, il peut accéder justement à de la donnée. Il peut faire des simulations sur ce modèle, puisqu'il a développé un certain nombre d'algorithmes tenus au secret qui permettent justement d'avoir ce modèle prédictif qui est très, très pertinent. Il n'en parle pas, mais il a un niveau de détection qui est beaucoup plus fin que sur les brumes de sable que celui que l'on a, nous, en fait. Il a, on peut dire, 2 jours. Exactement. L'idée, c'est, comme je dis, de renommer les normes, mais tout cela vraiment appuyé sur de la science. C'est vraiment d'abord d'avoir une preuve scientifique, et une fois que les pairs ont donné leur accord, entre guillemets, leur validation, de publier ou pas. Effectivement, on parle de propriété intellectuelle, mais bon, nous, on doit toujours, en tant que labo de recherche privée, toujours publier parce que c'est notre carte de visite. Effectivement, comme l'a dit Axel, nous sommes la première société ultramarine incubée par Météo France à Toulouse. Et avec nos travaux, on travaille en étroite collaboration avec pas mal de pays à l'échelle régionale, mais aussi internationale. Donc l'idée, c'est ça, c'est de vraiment ramener le monde à la Caraïbe. Et que, comme nous avons toutes les compétences, et que, comme l'a si bien dit Claudie, ce sont les finances, le nerf de la guerre, et nous avons besoin pour développer nos projets. Donc l'idée, c'est ça, c'est que vraiment la Guadeloupe soit un hub de la pollution atmosphérique dans les zones tropicales. Alors, juste une avant-dernière question. Et que deviennent tous ces datas que vous rassemblez? Alors, tous ces datas sont collectés sur un serveur. Oui. Sur un serveur. En fait, la puissance et l'importance des données, c'est sur la longueur. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un réseau avec 1 ou 2 ans de données. C'est à terme pour les générations futures qu'ils aient aussi un outil de développement. C'est vrai que nous faisons une double innovation parce que premièrement, nous faisons d'un côté la recherche. Pour publier, il faut innover. Et de l'autre côté, des outils. Donc, c'est ce qu'ils appellent un petit peu la deep tech dans le langage tech. Et donc, c'est une innovation à double niveau qui demande beaucoup d'énergie. Mais bon, je pars du principe que premièrement, pour résoudre des problèmes, il faut vivre dans le problème. Et que deuxièmement, étant aussi père de famille, et voyant comment autour de moi les gens sont impactés par certains phénomènes que nous pouvons prédire, je pense que qui mieux que nous pouvons apporter des solutions à notre propre problématique. Surtout dans la situation actuelle.
actuelle, transition climatique, avec toutes les dérives qu'on connaît, c'est important. Alors, finalement, je reviens à toi, c'est un éclairage sur l'ingénierie scientifique, en fait. Ah non, mais clairement, Thomas illustre le projet Deep Tech, justement, qui ne mobilise pas uniquement la subvention, son modèle économique se construit, justement, pour pouvoir sécuriser un business model qui va générer du chiffre d'affaires, pour permettre à la fois de sécuriser le volet recherche fondamentale, qui va alimenter la crédibilité, en tout cas, du laboratoire, mais ensuite développer des outils et de la recherche appliquée qui puissent ensuite mobiliser des financements publics pour le déploiement. Et à la fois, comme il disait, c'est un peu double entrée, à la fois public, recherche académique, qui mobilise naturellement des financements publics, mais le volet Deep Tech, donc le volet technologique au service du marché pour mobiliser des financements au travers de la vente et de son business model et de son développement naturel en tant qu'entrepreneur. Donc on a vraiment cette illustration d'ingénierie de financement public-privé qui, en prenant de la valeur au fur et à mesure et aussi grâce au réseau apporté par la Technopole, permettra in fine de grossir et de mobiliser de plus en plus, et on l'espère, c'est tout le bien qu'on te souhaite, des financements tant publics que privés pour peut-être un jour vendre avec quelques zéros derrière. Oui. Alors, j'avais une question à M. Procos. Le conseil qu'on peut donner aux gens qui sont dans leur labo, en fait de la recherche, où on passe du labo vers le marché. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ces gens? Premièrement, d'identifier la problématique, la rentabilité de la problématique, et de se rapprocher de Technopole comme Innova, parce que souvent, une bonne idée n'est pas forcément un bon business model. Oui. C'est-à-dire que, voilà, parfois on pense qu'une innovation, des fois aussi, quand on est trop en avance sur l'innovation, l'écosystème n'est pas prêt. Oui. Donc ça peut prendre du temps. Donc voilà, ne pas rester dans son labo, ne pas peur de parler aux bonnes personnes, de s'entourer, car seul, on ne va pas bien loin. Bien, on va prendre la première pause après ces explications de Innova et du professeur Procos, qu'on remercie pour toutes ces questions et montrer un petit peu ce qu'est l'innovation, parce que c'est vrai que du point de vue de la météo, par exemple, enfin, vous le savez mieux que moi, quelquefois on est tributaire un petit peu d'une météo quelquefois, je ne suis pas dire qui est branlante, mais enfin qui ne donne pas toujours les bons renseignements au bon moment, et ça cause des problèmes, et on l'a vu récemment, pas seulement ici, mais dans les pays de la Caraïbe, et donc c'est très important parce qu'on est très dépendant du NHC, c'est bien ça, de Miami, et donc si la Guadeloupe peut devenir grâce à ce type de recherche un petit hub à ce niveau-là, oui. Comme on dit. Ça met en évidence en fait ce qu'on appelle la souveraineté des données. Oui. Et vu qu'en ce moment, sur le thème géopolitique, effectivement, il y a de plus en plus de restrictions. Donc que ce soit NHC, la NASA, il y a de moins en moins de données. Oui. Donc à un moment pour répondre. Un peu en train de fermer. Exactement. Donc il faut prendre nos problématiques à bas le corps. Ok. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités qui sont impatients d'intervenir. Je sens ça. Donc on va pouvoir leur donner la parole. Voilà, il est 13h52, nous sommes dans une émission spéciale pensée, organisée par Claudie Lombion, notre chroniqueuse du mardi. Cette émission, c'est bien sûr sur les financements publics. Il y a de nombreux invités, Risque Gasson qu'on a déjà salué, Célestin Noël qu'on n'a pas encore assez entendu, Axel Tidres qui a déjà bien parlé, le professeur Thomas Procos qui a expliqué un petit peu sa relation avec l'Innova, et puis maintenant, on aura tout à l'heure, bien sûr, Manik qui va nous faire un petit topo, mais avant il faut dire deux petits mots, Claudie, sur Initiative Guadeloupe. Tout à fait, donc vraiment j'ai l'honneur de représenter Initiative Guadeloupe, directrice Corinne, Corinne Offrand, qui je fais un clin d'œil appuyé, et en tant que toute nouvelle présidente du comité de prêt Initiative, oui. Donc je voulais quand même dire deux mots sur cette association
qui est vraiment qui a un rôle assez déterminant dans l'accompagnement des porteurs de projets. Elle fait partie en fait du réseau Initiative France et en fait cette association singulièrement en Guadeloupe, octroie des prêts d'honneur à taux zéro et l'objectif de cet accompagnement est de mobiliser et de renforcer les fonds propres des porteurs de projets. Tout secteur d'activité, toute typologie d'entreprise. Je parle évidemment sous couvert et contrôle aussi de mon paste président, Jean-Noël Célestine, qui a accompagné le réseau en tant que président du comité de prêt pendant 3 ans et donc passage de témoin. Donc je me dois d'être à la hauteur de ce passage. Et donc l'initiative accompagne donc ces porteurs non seulement dans la mobilisation d'un prêt, donc c'est un prêt à taux zéro qui se rembourse, je répète, c'est un prêt, PRET, avec le petit accent, j'insiste, ce n'est pas une subvention, mais grâce à ce prêt, ça permet de consolider ce dont Axel parlait tout à l'heure, à savoir toute cette phase d'amorçage financier qui permet de rassurer aussi la levée de fonds bancaires classiques, puisque autour de la table dans le comité de prêt, ce sont des banquiers, donc des banques privées de la place, expertise comptable, et aussi des entrepreneurs qui ont à cœur de connaître la réalité du terrain. Et donc c'est à ce titre-là que je pilote un petit peu toute cette équipe et que chaque mois nous recevons des porteurs de projets divers et variés et au travers des différents projets qui ont été accompagnés depuis toutes ces années par initiative, de nombreux projets innovants ont été accompagnés et financés, soit directement, uniquement par initiative ou en cofinancement avec des financements bancaires classiques. Et en général, à chaque mois, quand on reçoit une vingtaine de porteurs mensuels, on a souvent, oui, on a fait la démarche aussi de mobiliser l'accompagnement bancaire, mais la banque attend la vie d'initiative. Donc c'est dire la caution aussi en termes de rigueur, de sélection et puis de sérieux que représente l'association Initiative qui permet de faire ce dont parlait tout à l'heure Axel, à savoir l'effet levier. Donc une fois qu'Initiative a donné le go pour ce montant qui va de 10 000 jusqu'à 25 000 euros par actionnaire. Donc s'il y a plusieurs actionnaires, plusieurs d'entre eux peuvent mobiliser ce prêt qui se rembourse sur jusqu'à 60 mois, donc jusqu'à 5 ans. Et le principe même de cette association, c'est un principe qui est que les remboursements vont régénérer en fait un fonds qui permet d'accompagner tout au long et de manière dynamique les entrepreneurs. Donc je ne donnerai pas en détail les chiffres, Corinne Offre ferait ça beaucoup mieux que moi, mais il faut savoir que c'est en gros environ 200 porteurs accompagnés et financés par année. Et l'association est aussi accompagnée par les fonds européens, que ce soit le FSE+, et le FEDER, donc sur les outils financiers d'accompagnement. Donc vraiment un maillon assez important de la chaîne des acteurs de l'entrepreneuriat, singulièrement du volet innovation, où on a parlé aussi de ce déficit de mobilisation des fonds propres, des fonds qui vont amorcer un petit peu la pompe pour mobiliser ensuite le financement public. Donc un rôle important dans l'écosystème. Je me permets aussi de citer quand même, puisque les acteurs de l'entrepreneuriat sont une grande famille, sur notre territoire. Un autre réseau aussi accompagne les porteurs de projets sur les prêts d'honneur aussi, c'est le réseau Entreprendre qui lui aussi appartient à un gros réseau tant national qu'international. Donc importance de ces dispositifs qui sont vraiment très générateurs en tout cas d'appui tant financier qu'aussi d'accompagnement, parce que l'originalité aussi d'Initiative Guadeloupe, c'est d'accompagner post-décaissement, c'est-à-dire qu'une fois que le porteur a été financé, que le financement a été octroyé, il y a toute une phase de sensibilisation, de formation des porteurs de projets qui est obligatoire pour leur permettre de s'assurer qu'ils vont, petite transition tout à l'heure, bien piloter aussi l'activité de leur entreprise. Bien. Alors il faut quand même rappeler qu'on ne vient jamais faire une demande de prêt ou autre, une subvention sans avoir des fonds propres. Alors tout à fait, donc c'est-à-dire que dans le cas d'initiative, alors les porteurs, peut-être que Jean-Noël pourra compléter tout à l'heure, mais les porteurs de projets arrivent véritablement avec un projet entrepreneurial, clairement. Hein. Donc ça veut dire qu'à minima, ils peuvent, on le voit souvent, être dans une démarche de sortir de ce qu'on appelle de l'informel, c'est-à-dire qu'ils ont testé leur activité, soit peut-être en étant en même temps salariés ou en testant pour voir si le marché prenait sur leur activité.
hein. On accompagne beaucoup de porteurs qui sont dans toutes les food trucks, restauration, etc. et qui veulent passer aussi à une autre étape de structuration, puisque quand on veut commencer à générer un chiffre conséquent, il faut être outillé et surtout être entouré. Donc ça suppose un minimum de structuration et donc d'avoir évidemment des bilans et autres qui vont permettre de sécuriser aussi l'octroi de ce prêt, puisque encore une fois c'est un prêt et il doit normalement et de manière, encore mon fameux mot orthodoxe, être remboursé par l'activité. Et pas, ça ne doit pas être ces financements où aller faire le tour familial de la Love Money, j'ai un prêt à rembourser, est-ce que tu peux m'aider? Non, l'objectif est véritablement d'amorcer un développement d'une activité qui soit in fine pérenne. Bien, alors on va passer au stade de témoignage, puisqu'on Tout a à fait. un entrepreneur très connu, l'ambassadrice de la Guadeloupe. International, tu peux rajouter... Tu peux continent nous faire africain, bientôt asiatique, un rapide point de vue sur comment elle est entrée dans ce processus et qu'est-ce qu'elle en a, entre guillemets, bénéficié. Je te laisse la parole. Ah non, vas-y, c'est à toi. Donc, je suis rentrée dans le processus très difficilement. Ah bon? Oui, puisque j'y suis allée toute seule. Voilà. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je ne referais pas du tout pareil. Ah bon? Quand je débute Une Voix, une Histoire, en fait, je m'attache essentiellement à la partie technique d'Une Voix, une Histoire, oui, c'est-à-dire le studio, le matériel, etc. Et c'est vrai qu'après vient la question du financement. Mais ça vient après. Parce qu'il y avait des fonds propres pour pouvoir démarrer. Donc jusque-là, quand ça même, va. Tu vas partir à zéro. Non, je ne suis pas partie à zéro. Non, quand même, il y avait des fonds propres. Et au moment où je m'intéresse justement au Fonds européen, donc le FEDER, j'envoie des pièces. Et puis je reçois un mail en retour. Donc ça y est, j'ai une instructrice, etc. Et je reçois un mail. Et là, je m'effondre, je pleure littéralement. Parce que moi, j'envoie 5 pièces. Et quand je vois la pièce jointe, il y a plus d'une vingtaine de pièces demandées. Et là, je m'effondre littéralement, je pleure. C'est-à-dire que... J'avais le millefeuille devant toi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Enfin, j'ai envoyé les documents, à quoi ça a servi finalement? Et puis, c'était vraiment très très compliqué. On réapprend à lire, on réapprend des termes. Enfin, on est vraiment dans un apprentissage, parce que, voilà, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait tout ça. Je ne savais pas qu'il fallait des devis contradictoires. Alors, sachant que sur mon innovation, c'est difficile d'avoir des devis contradictoires sur des livres qui sont sortis dans une maison d'édition. Oui, bien sûr. Et il faut le faire comprendre à l'instructeur. Donc, c'est un jeu d'échange où effectivement, on va essayer l'une et l'autre, parce que c'est une femme, on va essayer l'une et l'autre de se comprendre, de comprendre de ce dont j'ai besoin et ce dont le FEDER a besoin, parce que j'ai beau avoir mes propres règles, le FEDER aussi a ses règles. Et à ce moment-là, on se dit, mais comment j'arrive à finaliser tout ça? Donc c'est très très complexe, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis que dès le départ, si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Les incubateurs ou les sociétés aujourd'hui qui accompagnent me découvrent en même temps que moi je les découvre. Mais ça y est, Une Voix, une Histoire est déjà lancée. Ça y est, le FEDER a déjà répondu favorablement. Et je me rends compte qu'effectivement, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial en connaissant quand même mon marché, ce que j'allais faire, sans savoir qu'à côté, il était possible d'être accompagnée. Ouais. Et je me retrouve toute seule. Mais voilà, et avec une instructrice qui comprend qu'il faut qu'elle aille tout doucement avec moi. Un mail après l'autre, on n'en envoie pas 10 dans la même journée, c'est pas possible. Ça, c'est à la limite de la rupture d'anévrisme. Et voilà, et aujourd'hui, alors, parce que c'est pas caché, le projet de départ était à 130 000, j'ai pas demandé assez. C'était 130 000 et j'obtiens 84 000 et quelques. Donc vraiment, voilà, le dossier est vraiment poussé jusqu'au bout par une instructrice vraiment en or, qui fait vraiment le maximum pour que toutes les pièces soient là, que je puisse vraiment rentrer dans les cases, parce qu'il y a des cases à remplir, sans dépasser, sans que voilà. Mais, et j'obtiens effectivement, au final de compte, ce fameux sésame, cette convention. Mais derrière... donc, premier versement, très bien. Le deuxième, il prend du temps.
Et là, j'apprends que je suis contrôlée. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envoyé les photos des produits que j'ai achetés. Ah. Enfin, à un moment donné, je me dis, mais... Et là, littéralement, on me demande tous mes relevés de compte depuis le début, depuis l'ouverture de la structure. Ouais. Voilà, et ça tombe sur moi. On me dit que c'est aléatoire. Je me dis, aléatoire. Ah, je viens de loin, je pleure, il faut que je repleure. Et voilà, mais voilà, donc ils épluchent effectivement tous mes relevés de compte. Ils se rendent compte que ça correspond bien aux achats que j'ai effectués. Je fournis effectivement les preuves en envoyant des photos du matériel que j'ai acheté. Et là, tout devient beaucoup plus fluide. Mais encore une fois, ce sont des codes que moi je maîtrise pas, c'est-à-dire que j'aurais été accompagnée, déjà c'est pas moi qui aurais reçu le mail, c'est le cabinet des conseils, il y aurait eu d'abord quelqu'un avant moi, et ensuite on m'aurait dit Manick, il faut, mais là je le reçois vraiment de plein fouet. Et je repleure encore parce que ça dure 8 mois, ça dure hyper longtemps, sans réellement comprendre, parce que on essaye de m'expliquer, je veux pas comprendre, parce que j'ai tout fait. C'est ça en fait, c'est surtout que je ne veux pas comprendre. On essaie à chaque fois de me dire, Madame Siard, il nous faut ça, et je dis non, je peux plus. Pieds et mains liés, vous êtes en train de m'étrangler. Et en fait non, il m'étrangle pas, c'est moi qui n'écoute pas. Mais voilà, et quand on a que, j'entends, initiative, prêt à taux zéro, enfin... Oui, c'est pas encore une initiative, Non, mais moi, ça me donne presque envie de faire une autre société. Hein. Oui. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que ça donne envie de fermer la sienne, là, déjà la première, là, et dire, attends, on va recommencer. Maintenant que je connais les trucs et astuces, on va refaire les choses, mais de façon un petit peu plus... que je sois un petit peu plus light. Moi, en tant qu'entrepreneur, et un peu plus centré, finalement, sur mon entreprise, sur ce qu'elle doit produire, et que d'autres aient la tâche d'aller chercher les sous pour moi. Mais voilà, au final, quand même, je m'en sors bien. Et c'est vrai que Europe, le FEDER a souligné quand même le travail que j'ai pu faire avec ce financement, puisqu'il a été réellement utilisé pour la plateforme. Bon escient, et tu as versé des larmes de l'innovation. Oui, j'ai versé beaucoup de larmes, parce qu'en plus, j'obtiens la convention le jour de mon anniversaire. Ah, mais toi. La convention est signée le 16 décembre, alors le jour de mon anniversaire et de l'anniversaire de la société. La convention est signée. Il n'y a pas de hasard. Non, sincèrement. Et, ton karma est tombé. Et même les 8 mois de délai tombent ensuite sur mon anniversaire. Voilà. Donc à chaque fois, voilà. Donc c'est le 16 décembre, je le dis. N'hésitez pas. Deux petits mots sous ce témoignage. Le témoignage de Manick est extrêmement précieux en fait, puisque c'est là qu'on constate que la notion même d'ingénierie de financement, elle a dit au départ qu'elle avait des fonds propres. C'est-à-dire que ces fonds propres, qui auraient dû être sanctuarisés de manière précieuse, permettaient justement de faire cet effet levier, tant pour avoir plus de fonds propres et avoir peut-être un projet de plus grande envergure, et ensuite aller mobiliser le financement public. Et elle a dit effectivement, on l'a eu dit lors de précédentes chroniques, il y a un cadre, il y a un canevas en fait des financements publics, quels qu'ils soient, et encore plus pour les financements européens, il y a une langue particulière à parler, il y a un vocabulaire des termes, on parle de convention, d'acompte, de remontée de dépenses, etc. Et ces vocabulaires, effectivement, quand on n'est pas habitué, peuvent faire peur et peuvent mettre un PLS, comme tu dis souvent, et c'est vrai que on peut aussi tout arrêter, tout perdre, et on peut totalement s'épuiser à être dans une confrontation, alors que effectivement la grande majorité des cas, les instructeurs sont là aussi pour être proactifs, pour comprendre aussi, ils ont aussi la pression de leur propre instruction et des dossiers. Donc vraiment le fait d'être accompagné pour bien sécuriser le projet. Le contrôle a permis aussi de s'assurer que les financements avaient été correctement octroyés et utilisés. Et en fait, dès l'instruction, en fait, quand je parle effectivement de cette fameuse piste d'audit, comment dans les clés de bon montage, il faut certes sécuriser les financements, mais surtout tracer dès le début, dès les devis, anticiper déjà que le financement, on va le faire de telle manière, mais il devra être justifié. Donc, garder précieusement toutes les actions qui vont être faites, toutes les taxes, faire la promotion dans tous les posts LinkedIn, Manick fait
Europe. Là, ils ne peuvent pas dire qu'elle ne fait pas sa promotion, la promotion de l'obtention des financements fédéraux qui sont une obligation réglementaire. On ne fait pas de promotion, on risque tout simplement une amende. C'est aussi simple que ça, et elle est extrêmement encadrée. Donc vraiment, l'accompagnement, comme tu disais, c'est pas un luxe. En tout cas, on fait tout, nous aussi, cabinet de conseil, à ce que ce soit un facteur de réussite, et ce dès le début, que les jalons soient posés. Et on fait effectivement l'interface pour éviter le stress. Bien, alors maintenant, ça va être la parole à Jean-Noël Célestine de SDF Conseil. Merci d'être là pour la première fois, et pas la dernière en tout cas. Vous êtes expert sur la structuration financière de la dette des entreprises avec plus de 15 ans dans le secteur bancaire, à peu près. Bien, comme on dit, welcome, bienvenue. Alors, comment la question de la dette et de la structure financière est essentielle avant d'aller chercher une subvention? Alors, Danick, merci de me recevoir déjà aujourd'hui. J'ai envie de dire que la question en fait de la dette renvoie également aux attentes des banques. Oui. Aujourd'hui, quand on va souscrire de la dette, donc une dette se rembourse, on n'est plus en train de parler de subvention. D'accord. Et donc, effectivement, ça sous-entend que derrière, on est capable de démontrer et d'expliquer. C'est ça. Et de surtout rassurer le prêteur. Oui. Voilà, rassurer le prêteur. J'ai envie de dire dans un contexte où on va prêter à une entreprise qui se retrouve en fait à être impactée par plusieurs paramètres, j'ai envie de dire, exogènes. On parle de subvention, par exemple avec Claudie. Quid du déblocage de cette subvention? Quand est-ce qu'il va tomber? Comment les dépenses seront effectivement tracées? La question de l'expert comptable, tout ça pour dire qu'en fait, autour de la structuration financière de la dette, la question qui se pose, c'est la répartition du risque. On est en train de parler de la répartition du risque. Qui porte le risque? Et il est hors de question, bien évidemment, qu'un seul intervenant, en l'occurrence un prêteur privé, une banque, assume de porter l'intégralité du risque sur une contrepartie. Voilà, en gros, on regarde les fonds propres. Donc on revient effectivement sur ce qui a été dit, l'importance d'avoir des fonds propres, d'arriver effectivement à tracer, j'ai envie de dire, un plan de financement qui soit cohérent, exhaustif, avec des investissements correctement identifiés. Quand je dis correctement identifiés, c'est-à-dire il ne s'agit pas uniquement de financer donc des investissements matériel, il y a également toute la partie besoin en fonds de roulement, comment l'entreprise va tourner. Et ça également, ce sont des sujets et des questions qui doivent être appréhendés pour pouvoir avoir une bonne capacité d'endettement aussi. Alors, la capacité d'endettement, on revient également là à la cohérence du modèle économique. Oui. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses qui ont été exposées clairement. L'idée, c'est de comprendre et d'arriver à expliquer comment l'entreprise va tourner, comment elle va fonctionner, dans son modèle économique, qui sont ses clients, quels sont les canaux de distribution, etc., etc. Et on comprend pourquoi elle avait aussi autant de larmes. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est important. Alors, ça veut dire que si les fonds propres, la capacité d'endettement, la cohérence du plan de financement et la soutenabilité économique ne sont pas réunis, il n'y a pas de prêt. En fait, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'on peut évoquer tous les ratios qu'on veut. Oui. À partir du moment où, et ça je tiens vraiment à le souligner, où on n'arrive pas à présenter un modèle économique clair, j'ai envie de dire clair, qui soit compris, la notion des ratios, elle ne tient pas. Ouais. On a envie de dire, oui, pour pouvoir faire un projet, il faut 30%. Ouais. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a des projets où il va peut-être en falloir plus. Est-ce qu'il faut 10%? Est-ce qu'il faut 20%? Est-ce qu'il faut 30%? C'est au cas par cas. Ouais. Et effectivement, tout ça, en fait, je veux dire, il n'y a pas de dossier parfait. Ouais. Voilà. Mais globalement, sur cette question, qu'est-ce qui peut bloquer un financement? Ou qu'il soit bloqué par la banque, déjà non, ça ne passe pas. Alors, la question des fonds propres, effectivement, c'est un préalable. Oui. On ne peut pas arriver avec zéro. Ça, c'est clair et net. Après, il y a des solutions là-dessus. Souvent, ce qu'on peut observer là-dedans,
sur les motifs de refus, c'est la clarté de l'écrit, puisqu'une banque, en fait, vous ne pourrez pas pitcher sur votre projet. Ouais. Il va falloir présenter un dossier, rédigé, en bonne et due forme, qui se positionne en amont des questions. Donc ça veut dire qu'il puisse effectivement répondre aux questions que le banquier va se poser. D'accord. Et qu'il ait ses réponses tout de suite. La question des comptes annuels, la documentation comptable, comment elle est structurée, comment elle est organisée. Quand on parle de structuration de la dette, il ne s'agit pas que de la dette bancaire. Il y a tout le reste des dettes. Les dettes fiscales, les dettes sociales, les dettes fournisseurs. Une entreprise qui se retrouve à avoir effectivement accumulé tout un tas de dettes. C'est clair. La question, c'est au final, comment je rembourse ça, quoi. Donc il faut que le business model soit bien clair, c'est bien défini. très exactement ça. La base, en fait, de tout, du prévisionnel, j'ai envie de dire, c'est le modèle économique. C'est le modèle économique. On ne peut pas se contenter. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on arrive, en fait, à... L'idée, c'est de trouver des dossiers où, en fait, on vous présente des chiffres et vous ne comprenez pas d'où ils viennent. Les débouchés n'ont pas été identifiés, les clients n'ont pas été identifiés, les partenaires clés n'ont pas été, j'ai envie de dire, verrouillés, sécurisés. Alors, moi, je vais vous poser l'avant-dernière question. Quel conseil on peut donner à un entrepreneur qui regarde et qui dit, voilà, est-ce que je vais y arriver? Manik a répondu à cette question-là. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. J'ai envie de dire, chacun dans son domaine. L'ingénierie de fonds privés n'est pas l'ingénierie de fonds publics. La question, quand on parle, le rôle de l'expert comptable aussi, il est important, il est central. Il y a du juridique. Oui, aussi. Il y a du fiscal. Et quand en fait, on doit gérer toutes ces questions-là, il est souvent très très compliqué de pouvoir trouver un seul opérateur qui arrive à le faire. Et je pense que ça, c'est l'une des principales difficultés d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est d'arriver à agréger tout un écosystème. Tout un écosystème autour de lui. Voilà. Merci pour ces renseignements. Je te comprends, hein, Manik. Bon, alors, on va donner la parole maintenant à monsieur, à l'entreprise Cadeau Consulting, bien évidemment, et c'est Gaston Brice qui va nous expliquer en 2 mots, 4 paroles comment piloter ce genre de choses dans le contexte actuel. Exactement. Parce que vous avez plus de 30 ans, je crois, vous faites plus ça. Plus de 30 ans d'âge, oui. Oui, non, pas d'âge seulement. D'expérience, de pilotage, des stratégies. Ça me va aussi. Bon, alors. Merci de me recevoir, et puis quel débat enrichissant, intéressant, extraordinaire, et de haut vol. Ça fait plaisir de participer, de sentir la richesse qu'on a dans notre pays. Piloter la rentabilité, Danick, je me permets de te tutoyer, pas de problème. Voilà, on est en Guadeloupe et c'est plus facile pour moi. Et je vais te demander d'imaginer que tu dois aller à Basse-Terre, je pense que ça doit te parler quelque part, voilà, et que tu montes dans ta voiture, et que tu dois te rendre à Basse-Terre. Et en gros, tu vas démarrer ta voiture et de manière intuitive, tu vas regarder certains indicateurs au tableau de bord et tu vas savoir assez rapidement si tu peux arriver à Basse-Terre ou pas. On va parler de est-ce que j'ai assez d'essence, est-ce que quand je démarre ma voiture, la température du moteur, elle est correcte ou pas. Et imagine que tu n'aies pas ces informations-là tout de suite et que tu es obligé d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour décider, je dois rentrer chez moi, et il faut que j'attende plusieurs mois pour savoir est-ce que les indicateurs que j'ai, que ma voiture me donne, me permettent d'aller. Et souvent, les chefs d'entreprise, ils montent dans leur voiture et ils ont tellement de volonté, on a des exemples brillants sur ce plateau, tellement de volonté, et comme on dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin, donc ils y vont. Et comme je dis souvent, il faut avancer tous les jours. Certaines fois, on avance au bulldozer, d'autres jours, c'est à la petite cuillère, mais il faut avancer. Mais on va rouler dans cette voiture et on va se dire,
nous roulé en ouaille, donc c'est déjà bien, mais on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Peut-être que certaines fois, on peut aller plus vite aussi. Oui. Et donc, le pilotage de la rentabilité dans une entreprise, pour garder l'image, c'est un peu comme les indicateurs. Alors, il y a certaines entreprises, ce sera une petite voiture, d'autres entreprises, c'est un gros camion, ou d'autres entreprises, c'est un avion, donc on aura plus d'indicateurs. Et je dirais que c'est la base non seulement pour le quotidien de l'entreprise, mais c'est aussi la base de nos partenaires financement public et financement privé, parce qu'ils ont besoin de se rassurer que le chef d'entreprise, il a les bons indicateurs et les bonnes informations. Et la capacité aussi. Exactement. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a des outils à mettre en place à ce moment-là, quand on demande le financement privé à ce moment-là? Je dirais, à différents niveaux, on peut partir, mais pour simplifier le plus possible pour ceux qui nous écoutent, on peut partir, on a tous connu le carnet quand on allait acheter dans le Lolo, mais en gros, nos grands-mères, nos grands-pères, ils avaient le bon sens déjà de se dire, en fait, le premier tableau de bord dans une entreprise, c'est mes recettes et mes dépenses. Et quand je vais facturer mon client, comment je prévois d'encaisser ce qu'il doit me payer. Donc il y a des business models, comme on disait tout à l'heure, où on encaisse tout de suite. Et quand j'ai une facture de dépenses ou d'achat de marchandises, comment je vais la payer. Donc on a deux notions qui sont assez simples. Et idéalement, pour pouvoir s'assurer de la viabilité du projet, on va faire la somme de nos produits et on va faire la somme de nos charges. Et idéalement, il faut que les produits dépassent les charges. Et il faut qu'on encaisse plus qu'on décaisse. Alors je simplifie à l'extrême, il y a des cas qui sont différents d'un domaine d'activité à l'autre, de taille d'entreprise à l'autre, mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir en tant que base pour le premier pilotage. Et que ce soit un pilotage surtout en temps réel. Et ça, on fait ça sur une durée, il y a un tableau de bord, on fait au tableau de bord à une durée. Alors je dirais le quotidien, et aujourd'hui on est à l'ère du digital, donc dès qu'on facture, les données sont immédiatement alimentent le tableau de bord. Maintenant il y a des analyses, et je pense que ça va parler au professeur Plocost, qu'on va faire jour après jour. Mais il est intéressant de prendre du recul et d'analyser sur une durée suffisante pour savoir est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est récurrent ou est-ce qu'au contraire c'est un phénomène aléatoire. Alors globalement, est-ce qu'on peut dire que, enfin j'imagine c'est une question à poser, mais je la pose quand même, le bon pilotage facilite tout finalement? Il facilite tout et il facilite surtout, excusez-moi l'expression, d'avoir les yeux en face des trous. Et comme disait un client qui recommandait des gens il leur a dit d'aller me voir pour les accompagner. Il leur a dit ne comptez pas sur lui pour vous vendre du rêve, comptez sur lui pour vous vendre la réalité qui vous permettra d'atteindre vos rêves. Alors, c'est un gros projet et je ne sais pas si j'arriverai à aider tous les entrepreneurs, mais ça me tient à cœur. Et un bon pilotage, c'est comme la bonne fondation de votre maison. Ça veut dire si la fondation est solide... Le carré sol ne tient pas, la maison ne tiendra pas. Voilà. Alors, dernier point, et ça c'est nécessaire aussi, pour un chef d'entreprise qui nous regarde et qui nous regardera, puisque ça repassera, quel est le conseil fondamental qu'on peut lui donner? Mais le conseil fondamental, c'est vraiment de faire appel à des spécialistes dans le domaine. Oui. Je dirais aussi, parce qu'on travaille en collaboration avec eux, de fournir les documents rapidement à son expert comptable, parce qu'on a besoin qu'il fasse ce travail normatif, réglementaire, dans la grande majorité des entreprises, et de se rapprocher des spécialistes. Là, je pense que, et je le dis en toute franchise et sincérité, on a des sommités chacun dans leur domaine. Pour justement, moi, c'est en faisant connaissance avec Claudie que j'ai découvert la palette très large de possibilités de financement public et qui sont mises à disposition avec l'existence de technopoles, d'incubateurs, etc. Il faut avoir une idée. Maintenant, pour que ça devienne un projet, il faut que ce soit structuré.
Le chef d'entreprise, il ne peut pas être bon dans tous les domaines. Manick en a témoigné. Donc, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. Bien, on touche à l'heure. On est à 59 minutes pratiquement. On va devoir conclure et faire un rapide tour de plateau. Chaque personne donnera un petit mot. On commence par Manick. Sans pleurer. Hein. J'aurais jamais dû dire ça, dis donc. Donc, sans pleurer, un petit mot. Oui. Ne restez pas seul. Et il y a des personnes, en tout cas, suffisamment compétentes pour pouvoir vous accompagner dans vos projets. Donc, tout est possible. Bien. Professeur Ploucoste. Il y a beaucoup de projets structurés en Guadeloupe. Donc, faites confiance à la jeunesse guadeloupéenne pour le financement. Axel. Bien, je vais appuyer en fait les propos précédents. En fait, hein. Donc, on a vraiment beaucoup de talents en Guadeloupe. Il faut qu'on les valorise, il faut qu'on puisse les soutenir. Donc, j'en appelle aussi aux financeurs privés. Oui. Voilà. Et c'est Innova qui parle. Jean-Noël Céleste, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors, en conclusion, c'est un petit conseil peut-être que je voudrais apporter en complément de ce qui a été dit. Quand on va chercher du financement et qu'on va vers un opérateur privé, j'ai envie de dire, soyez proactifs, faites auditer vos comptes avant. Ouais. Parce qu'en fait, il n'est pas toujours simple. La communication avec l'expert comptable peut des fois être défaillante et créer de grosses, j'ai envie de dire, de grosses erreurs dans les comptes. Et de mauvaises surprises d'interprétation par le banquier à la sortie. Donc oui, si j'ai un conseil à donner, avant d'emmener votre bilan à un banquier, faites-le réviser, faites-le auditer et assurez-vous que ce qui est écrit dedans reflète bien la réalité de l'entreprise. Voilà. Gaston, deux petits mots aussi avant de conclure. Petit proverbe qui m'a souvent accompagné, quand tu souffres, ne va pas demander au médecin qu'est-ce que ça fait, va demander à celui qui a souffert. Donc ceux qui ont l'expérience, ils ont vécu des difficultés, et ils auront très certainement d'aussi bonnes solutions que le médecin pour les accompagner. Lodi, c'est à toi le mot final. Eh bien, écoute, on a eu véritablement une table ronde riche, hein, avec beaucoup de messages très très forts. Hein. Oui. Donc, Axel nous a vraiment rappelé que tout commence par la structuration de l'idée. Hein, donc, comment Innova accompagne la transformation de l'idée en projet. On a vu aussi l'importance avec des structures comme Initiative de mobiliser aussi et de renforcer les fonds propres, hein, puisque sans cette première brique financière, rien ne démarre. Hein, on l'a rappelé avec les experts autour de la table, on ne peut pas partir de zéro, c'est pas possible. Noël nous a démontré encore l'importance de la crédibilité financière face aux financeurs, aux bailleurs privés, hein, comment c'est un prérequis, non seulement pour mobiliser le financement privé, mais pour aller lever ensuite le financement public. Racine nous a parlé de comment on va à Basse-Terre avec ces indicateurs, sinon on reste en cale morte, hein, j'oserais dire. Hein, voilà. Donc comment le pilotage est véritablement le cœur du réacteur. Clairement, une fois qu'on a réussi à passer toutes les embûches et mobiliser les financements quels qu'ils soient, encore faut-il qu'ils soient correctement exploités, transformés pour permettre un développement. Sans ces indicateurs, pas de stratégie. Et puis, bien sûr, les témoignages de terrain, je retiens, pas les pleurs, je retiens la détermination et la vision et l'honnêteté sur la capacité à reproduire, mais pas toute seule. et je retiens aussi du professeur Ploucoste la certitude, et ça, je serai là aussi à ses côtés pour l'accompagner, de devenir le nouveau NHC de la Caraïbe et de l'intertropicalité. Voilà. C'est mon ambition à ses côtés. Très important ça. Surtout le fait qu'on vient de vivre, tu l'as dit tout à l'heure, les Caribéennes. Tout à fait. Voilà, donc Carrefour, hein, le temps nous manque pour donner un petit peu tout cela. Mais c'est vraiment l'ambition de la Guadeloupe, c'est de devenir le Carrefour caribéen, mais pas que. Hein. Oui. On y va clairement. Mondial de l'innovation intertropicale. Merci pour ce plateau. Merci à toi pour ta confiance. Les informations qui sont arrivées, moi j'ai appris beaucoup de choses. Imagine Kiban qui vient de monter une entreprise aussi. Tu as dû apprendre beaucoup. Oui, j'ai appris. Mais en fait, tu vas pas faire, c'est de larmes là, non? Non, je ne vais pas pleurer parce que je accompagné. Mais en fait, j'avais une question, et peut-être que ce sera l'ouverture sur l'autre chose. Quand on n'a pas les fronts propres, on fait comment au départ? Mais qu'on a une idée extraordinairement géniale. Alors, si elle est vraiment géniale, on la teste d'abord dans son entourage proche. Ça s'appelle la Love Money.
Donc, si on arrive à convaincre les personnes qui sont censées normalement être les plus critiques, c'est ça. théoriquement, Ah, d'accord. les plus transparentes, les plus directes autour de soi, petit clin d'œil, maman. Donc, Merci, on donc vous si aime. Hein. maman arrive à me financer en disant j'y crois, ça, ben, c'est que le banquier va y croire aussi. Ok. Voilà. Voilà. Ben, en tout cas, merci à tous et à toutes. Merci. Claudie. Avec je grand le plaisir. disais, grâce à toi, ce genre de choses qui passaient quelquefois au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Ben, les financements publics, on commence à connaître les clés. C'est ça, c'est ça. On est devant la CWO, on va trouver. Voilà, et bientôt, voilà, on va pouvoir avoir une porte bien grande ouverte. Voilà, il est 14h27, on a largement débordé. Je vais me faire allumer, mais c'est pas grave pour ça. Ça va dans le déplacement. Et je rappelle qu'on a reçu Abala Doulmanik tout à l'heure pour son film ce soir qui sort au Cinestar. D'ailleurs, il y a des places pour les chroniqueuses. Comment ? Les places pour les chroniqueuses du ZCF. Je vais négocier ça. Merci. Et, Comment passer des messages? C'est ça. En direct, ça marche comme ça. Voilà, ne verse pas de larmes, on verra. Ça, il y a une chanson qui te dédiée, ne retiens pas tes larmes. Voilà. En tout cas, il est 14h08, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour ZCL à partir de 12h30. Merci encore, Claudie. Avec grand plaisir, Dani. Vraiment, merci. Merci, merci.